Riyad Mkouar, enseignant du module Économie monétaire et financière S4. Mes chers étudiants, Sabah al-Khair, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Cette intervention a pour objet de déterminer les contours de la politique monétaire, proprement dite. Nous avons précisé lors des dernières séances que l'analyse de la politique monétaire nécessitait dans un premier temps de déterminer le cadre général dans lequel elle s'insère. Ce cadre est constitué par la politique économique. Cette politique économique est une politique de régulation. Cette politique économique détermine un certain nombre d'objectifs à réaliser, objectifs inscrits dans le cadre du carré magique tel qu'il a été défini par Nicolas Kaldor, carré constitué par 4 objectifs majeurs, en l'occurrence la croissance économique, la lutte contre l'inflation, la lutte contre le chômage et enfin la lutte contre le déséquilibre extérieur. Nous avons précisé que la politique économique dénotait de l'intervention de l'État dans l'activité économique. Un État qui est devenu interventionniste après la crise de 1929 par rapport à l'État gendarme qui prévalait avant cette crise. Suite à la crise de 1929, l'État s'est transformé en État producteur, en État consommateur, en État employeur et en État protecteur social. C'est l'État-providence. Cet État, producteur, consommateur, employeur et protecteur social, intervient par le biais de 2 politiques économiques, 2 politiques bien précises, à savoir la politique structurelle, qui, avant de nous préciser, est une politique de long terme, ou une politique conjoncturelle, qui est une politique de court terme. Nous avons précisé que les principales politiques conjoncturelles sont la politique budgétaire, à laquelle nous avons consacré une séance explicative, et la politique monétaire. Nous avions aussi précisé que l'État, de façon générale, adopte une policy mix, à savoir une combinaison et de la politique budgétaire et de la politique monétaire. La réalisation du policy mix nécessite un accord, la réalisation d'un préalable, à savoir un accord entre le gouvernement qui a en charge la politique budgétaire et la Banque centrale qui a en charge l'élaboration, la détermination de la politique monétaire. Il appartient donc et au gouvernement et à la Banque centrale de déterminer les objectifs à réaliser ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation. Nous avons précisé que la Banque centrale a progressivement acquis, et nous le démontrerons par la suite, son indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Elle a acquis son indépendance vis-à-vis de l'exécutif, si bien que la détermination des objectifs par le gouvernement dans le cadre d'une politique budgétaire peuvent ne pas bénéficier des moyens de financement nécessaires déterminés par la Banque centrale. Et ce, dans le cadre d'une politique monétaire. Il nous appartient donc de déterminer ce qu'est cette politique. La politique monétaire a pour objet de contrôler l'offre de monnaie et des taux d'intérêt compatibles avec les besoins de l'activité économique. La politique monétaire vise, en d'autres termes, à adapter la masse monétaire et le coût du crédit aux besoins
de l'activité économique. De façon plus précise, la politique monétaire cherche à réaliser une croissance sans tension inflationniste, une croissance de façon générale sans déséquilibre, c'est-à-dire sans tension inflationniste, sans accroissement du chômage et sans accroissement du déséquilibre extérieur. La quantité de monnaie et le coût du crédit doivent correspondre aux besoins de l'activité économique. Trop faible, ceci impacte négativement la croissance en termes de production, de consommation et d'investissement. Trop élevée, elle peut générer des tensions inflationnistes. À ce sujet, il serait souhaitable de préciser que les banques centrales disposaient d'un rôle fondamental, en ce sens que, contrôlées par le pouvoir politique, le consensus existait au niveau des objectifs à réaliser et des moyens nécessaires à leur réalisation. Cette situation a prévalu jusqu'au début des années 70, date à laquelle on est passé d'une économie d'endettement, et donc une économie basée sur le financement par crédit, à une économie de marché financier. Le tout marqué par une déréglementation et une désintermédiation engendrant un affaiblissement du pouvoir de la Banque centrale. Je souhaiterais articuler cette intervention autour de 3 volets. Dans un premier temps, je m'attacherai à préciser les contours ou les fondements théoriques de la politique monétaire. Par la suite, je m'intéresserai à la politique monétaire marocaine. Et ce n'est que par la suite, et en dernier lieu, que je déterminerai devant vous les aspects généraux de la politique monétaire, à savoir ses objectifs et ses instruments, en mettant en évidence, bien entendu, le degré d'efficacité de ces instruments. Le premier point donc de mon intervention concerne les fondements théoriques de la politique monétaire. Pour ce faire, il y a lieu de préciser que l'école classique et néoclassique considéraient que la monnaie était neutre. Pour rappel, et nous l'avons étudié lors du programme de S3, l'école classique considérait que la monnaie est un voile qui masque la réalité des échanges. L'école classique a considéré que les échanges sont en réalité des échanges de biens contre biens et qu'il s'agit en fait d'un troc déguisé. Jean-Baptiste Say a, à ce sujet, énoncé une loi, en l'occurrence la loi des débouchés, qui stipule que les produits s'échangent contre les produits puisqu'ils se servent mutuellement de débouchés. Cela signifie, et nous l'avons précisé de façon très approfondie, que la monnaie n'exerce aucun impact sur les conditions de l'échange et sur l'économie, et sur l'équilibre économique de façon générale. La monnaie est neutre. Cette approche de la neutralité de la monnaie a par la suite été reprise par les néoclassiques qui ont considéré que la monnaie n'est pas un bien économique et de ce fait ne peut faire l'objet d'une demande propre.
monnaie n'est pas un bien économique, en ce sens qu'elle n'a pas d'utilité propre, elle n'a pas de valeur, c'est un simple instrument d'échange. Et en conséquence, elle ne peut affecter l'équilibre général. Si je m'appuie sur ces deux éléments, cela signifie que la politique monétaire n'avait pas de raison d'être en raison de la neutralité de la monnaie. Fischer a précisé dans le cadre de la théorie quantitative de la monnaie que celle-ci ne détermine que le niveau des prix et que toute variation de la quantité de monnaie en circulation engendre une variation dans les mêmes proportions du niveau des prix. À titre d'exemple, un accroissement de la masse monétaire non accompagné d'un accroissement de la production entraînerait une inflation. Voilà donc le premier aspect. Suite à cela, l'approche keynésienne a démontré, a précisé que la monnaie peut être désirée pour elle-même. La monnaie peut faire l'objet d'une demande propre, et ce, pour trois motifs. Un motif de transaction qui correspond, comme le précise Keynes, à la préférence pour la liquidité, un motif de précaution et un motif de spéculation. En raison de la demande de monnaie, une demande propre, une demande pour ces trois raisons, Keynes considère que la politique monétaire est indispensable. Elle est indispensable pour parvenir au plein emploi. L'intervention de l'État s'impose donc, car le marché ne peut à lui seul assurer cet équilibre. C'est cette approche qui a prévalu jusqu'aux années 70. C'est cette intervention de l'État-providence, qui a été, entre autres, à l'origine des 30 Glorieuses, à l'origine des 30 années de croissance extrêmement importante suite à la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de cette période, on a assisté à un essoufflement des taux de croissance, un essoufflement de la croissance ou, en d'autres termes, un ralentissement de la croissance économique. Un ralentissement et essoufflement accompagné d'un accroissement du niveau général des prix et donc accompagné d'une inflation, ainsi que d'un accroissement du chômage. Cela nous amène à aborder la troisième phase qui correspond à l'avènement du monétarisme. À l'avènement du monétarisme qui constitue en fait une certaine réhabilitation de la théorie quantitative de la monnaie. Une réhabilitation de la conception de la monnaie neutre. La règle d'or du monétarisme est alors la politique monétaire se doit de fixer un objectif de croissance de la masse monétaire et donc de la quantité de monnaie en circulation, mais cette évolution doit correspondre à un taux de croissance moyen de la production, garantissant ainsi
une stabilité des prix. Pour les monétaristes, la stabilité des prix et donc la lutte contre l'inflation est le seul objectif à privilégier dans le cadre de la politique monétaire. Toutes les mesures à prendre vont dans ce sens, dans le sens d'une lutte contre la hausse du niveau général des prix. L'unique objectif, l'objectif majeur est la lutte contre l'inflation. Pour le réaliser, pour réaliser un taux d'inflation fixé, et c'est l'objectif, à moins de 2%, trois éléments essentiels en matière de politique monétaire. 1. La surveillance et le contrôle de l'agrégat monétaire M3, c'est-à-dire monnaie fiduciaire, plus monnaie scripturale, plus placement à vue, plus placement à terme. Il s'agit donc de suivre, de superviser et de contrôler l'évolution de cet agrégat. Et son évolution doit être en phase avec celle de la production. Deuxième élément caractéristique de la politique monétaire d'obédience monétariste. Cette caractéristique est liée à une action sur le coût de la monnaie et donc sur le taux d'intérêt. Principalement deux taux d'intérêt, d'une part le taux directeur et d'autre part le taux appliqué sur le marché monétaire. La troisième composante de cette politique monétariste est l'action sur le taux de change, sachant que cette action impacte de façon nette et le niveau et le coût des importations et des exportations. À titre d'exemple, une dévaluation de la monnaie nationale engendrerait, et j'emploie le conditionnel, une réduction des importations, mais un renchérissement. Mais leur renchérissement, cela signifie que les importations deviendraient plus coûteuses suite à une dévaluation. Mais en même temps, cette dévaluation devrait, et j'utilise encore une fois le conditionnel, engendrer un accroissement des exportations eu égard la plus grande compétitivité des produits destinés aux marchés extérieurs. Je voudrais ouvrir juste une parenthèse à ce niveau-là pour vous préciser que les effets d'une dévaluation ou d'une réévaluation ne sont ni mécaniques ni automatiques et qu'il est impératif de prendre en considération d'autres facteurs. En fait, la politique monétaire de type monétariste s'articule autour de deux points essentiels. La lutte contre l'inflation et donc la recherche d'une stabilité des prix, d'une part, et d'autre part, une politique contracyclique, c'est-à-dire une politique qui lisse les fluctuations macroéconomiques. Cependant, la priorité des priorités de la politique monétaire de type monétariste est la lutte contre l'inflation. Que retenir de ces éléments? Premier point, on a assisté
à une évolution de la conception de la régulation qui était auparavant assurée par le marché et qui, suite à la crise de 29, est assurée par l'État. Il s'agissait d'une conception adaptée à la crise. Deuxième point, cette régulation a impliqué une forte intervention des autorités monétaires qui, conjointement avec le pouvoir politique, déterminaient une policy mix jusqu'aux années 70. Troisième point, remise en cause de cette politique et adoption du monétarisme. Il s'agit d'une politique donnant lieu à un contrôle strict de la quantité de monnaie en circulation pour lutter contre l'inflation que l'on considère comme étant responsable des déséquilibres économiques, dont le chômage et du ralentissement du taux de croissance. La monnaie est repensée en tant que variable neutre. L'évolution de la masse monétaire doit correspondre à celle de la production et la politique monétaire ne peut servir d'instrument de relance économique ou de lutte contre le chômage. Il s'agit donc d'une conception totalement, radicalement opposée au keynésianisme. Les monétaristes préconisent alors 1. L'équilibre budgétaire, 2. L'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du pouvoir exécutif. Cela implique une politique de taux d'intérêt par le biais des taux directeurs et celui impliqué sur le marché monétaire. Cela implique par ailleurs un refinancement des établissements de crédit par la Banque centrale. Cela implique enfin la mise en place d'un système de règlement interbancaire. Cependant, il nous appartient de nous poser la question suivante. Quel jugement porter sur cette conception de la politique monétaire? Est-elle porteuse d'avenir? Est-elle compatible avec les besoins sociaux? Ce sont là des questions importantes. Deux questions majeures qui impliquent la détermination ou la réponse à d'autres questions qui nous semblent aussi importantes. Je vous remercie.